En parlant de la guerre de 5 jours entre la Russie et la Géorgie en 2008, il n'est pas d'usage en Russie de se souvenir des prémices du conflit. Les propagandistes commencent leur récit à partir de la nuit du 7 août, lorsque la partie géorgienne a introduit des troupes sur le territoire de l'Ossétie du Sud non reconnu. Cependant, il s'agit d'une simplification cynique présentant Saakachvili comme l'agresseur. La réalité est plus complexe. La tension dans la région a augmenté depuis 1999, provoquant de graves affrontements en 1991, 2004 et 2008. Si la période du règne d'Eltsine peut être qualifiée de période de désescalade entre Tbilissi et Tskinvali, alors avec l'arrivée au pouvoir de Poutine, on a commencé à verser de l'huile sur le feu dans ce point chaud, encore couvant de plus en plus souvent. À Tskinvali, des congrès sont organisés pour demander à la Russie de reconnaître l'Ossétie du Sud comme un État indépendant. Dès 2005, l'Ossétie du Sud commence à délivrer massivement des passeports à ses citoyens. Plus tard, le Kremlin utilisera la rhétorique de protection des Russes dans la République non reconnue, à qui il avait lui-même délivré les documents. Simultanément, des livraisons d'armes non officielles de la Russie vers l'Ossétie du Sud débutent. Par la suite, les Ossètes du Sud affirmeront que toutes ces armes avaient été prises aux Géorgiens lors de la Première Guerre, bien que certains systèmes russes n'aient jamais été en service dans l'armée géorgienne. Et bien sûr, il y avait constamment des échanges de tirs entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie, chacun étant accompagné d'accusations mutuelles de provocation. Mais en 2007, la spirale de l'escalade commence à s'emballer sérieusement. Un incident se produit avec le lancement d'un missile depuis un avion russe et sa chute sur le territoire géorgien, ce qui est consigné dans un rapport de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. À cette période, la Russie violait fréquemment l'espace aérien géorgien, ce que beaucoup voyaient comme une démonstration de puissance. Cependant, ces actions avaient aussi un objectif militaire précis, tester les capacités de la défense aérienne géorgienne qui avait été aidée par les Ukrainiens lors de sa création. Oui, c'est un point important, car toute guerre en cours est aussi une préparation à une guerre qui n'a pas encore commencé, mais nous en parlerons un peu plus tard. Ensuite, ils ont bombardé nos villages en Abkhazie, dans la gorge de Koudar. Puis là-bas, ils ont bombardé notre défense aérienne ukrainienne que nous avions installée en hauteur. C'est-à-dire que tout cela s'intensifiait. Notre ministre, Timur Yakobashvili, a demandé à M. Steinmeier si l'Allemagne allait aider à changer le format des forces de maintien de la paix et à introduire un composant international, car la Géorgie ne fait pas entièrement confiance aux Russes. Il dit soudain. Il mangeait ce khatchapouri avec beaucoup d'appétit, puis il a soudain posé sa fourchette et son couteau, et il a dit « Les gars, quel format, au diable, vous allez bientôt avoir la guerre ici ». Bien sûr, Saakachvili, en arrivant au pouvoir en 2003, comprenait que si son pays voulait préserver sa souveraineté dans une situation aussi tendue, il n'existait depuis la naissance de la civilisation qu'un seul outil pour cela, l'armée. C'est pourquoi la transformation de l'ancienne armée soviéto-géorgienne a débuté sans délai. Les réformes ont d'abord concerné la structure des forces armées. Sous Saakachvili, l'armée devient contractuelle avec des professionnels. Des forces d'opération spéciales sont créées et 5 brigades mobiles sont reformées. La formation du personnel s'est déroulée avec le soutien des États-Unis et de sociétés militaires privées. Les réformes ont aussi inclus le soutien matériel et technique du personnel. Outre l'achat de moyens de communication modernes et l'équipement des soldats et des officiers selon les normes de l'OTAN, Saakachvili a commencé à acquérir de nouvelles armes et l'Ukraine est devenue l'un des partenaires clés dans ce domaine. En plus de l'achat de dizaines de camions ukrainiens Kraz, soldats, assurant la logistique, Kiev a vendu à Tbilissi 20 canons automoteurs et 14 pièces d'artillerie tractée. Parmi eux se trouvaient d'ailleurs 6 canons automoteurs lourds Pion, qui s'étaient bien illustrés lors de la 8 hélicoptères d'attaque Mi-24 ainsi qu'un nombre inconnu de Mi-8. Les ingénieurs ukrainiens ont modernisé les anciens BMP-1 géorgiens en y installant le module de combat Shkval, qui reste pertinent aujourd'hui. La Géorgie s'est aussi concentrée sur un aspect crucial de la guerre moderne, la connaissance de la situation aérienne et terrestre. En plus de l'achat de drones de reconnaissance israéliens Skylark et Hermes 450, vous voyez à l'écran l'abattage d'un Hermes géorgien par un MiG-29 russe. La Géorgie a également acheté à l'Ukraine 36 des 6M, ainsi que 4 systèmes de renseignement électronique Kolchuga M, qui, à l'époque, possédaient des caractéristiques vraiment impressionnantes. La Géorgie a également acquis auprès de l'Ukraine 8 systèmes de missiles anti-aériens OSA, 10 systèmes modernisés OSA AKM, ainsi que 2 divisions de Buk M1. Et ainsi, au cours de la guerre de 5 jours, la défense aérienne géorgienne a réussi à abattre de 8 à 12 avions, y compris un bombardier stratégique Tu-22M3. La question des armes utilisées par l'armée géorgienne contre les forces de maintien de la paix russes mérite une attention particulière. L'Ukraine est depuis longtemps dans le viseur, comme le résume notre chroniqueur Evgueni Roshkov.
Les experts ont établi que le chasseur russe Tu-22 a été abattu par un missile solaire. Il s'agirait probablement d'un S-200, un système en service dans la défense anti-aérienne ukrainienne, partenaire de la Géorgie. On ne sait pas combien de ces systèmes ont pu arriver à Tbilissi. C'était une erreur. En réalité, l'Ukraine n'a jamais livré ni vendu à la Géorgie des systèmes S-200 ou des systèmes de défense anti-aérienne plus modernes. Selon certaines informations, Saakachvili voulait acheter à l'Ukraine 2 divisions de S-300 PS, mais il a essuyé un refus. Kiev craignait la réaction de Moscou. C'est simplement pour dire que tous les pays partent avant tout de leurs propres objectifs et agissent uniquement selon leurs intérêts. Et il faut en être conscient. Les discours accusant l'Occident d'abandonner l'Ukraine sont donc totalement insensés. Les démocraties se comportent vraiment de façon criminellement lâche, mais la rhétorique sur la trahison n'aide pas dans ce cas. Ce qui aide, c'est la diplomatie et une position réfléchie. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous avons commencé par dire que chaque guerre en cours est aussi une préparation à la guerre suivante. Les Géorgiens ont réussi à abattre un Tu-22 M3 russe près de Gori, l'endroit où se sont déroulés des affrontements importants de cette guerre. La raison de ce succès est que les Russes utilisaient un bombardier supersonique à long rayon d'action comme un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, larguant des bombes aériennes non guidées. Pour cela, ils devaient entrer dans la zone de défense aérienne et descendre à 4000 mètres pour un bombardement précis. C'est à cette altitude qu'il a été touché par le système Bouquem 1. Le prochain Tu-22 M3 sera abattu par l'artillerie anti-aérienne ukrainienne en 2024. Le ministère de la Défense russe a attribué la catastrophe à une défaillance technique. Dans le même temps, la direction principale du renseignement ukrainien a déclaré que le Tu-22 avait été abattu. Malgré le succès apparent de la Russie dans la guerre de 5 jours contre la Géorgie en août, de nombreux problèmes sont apparus au sein de l'armée russe. Le principal problème est le manque de munitions modernes de haute précision. Aux États-Unis, 5 ans avant ces événements, en Irak, on utilisait déjà largement des bombes à guidage laser, larguant environ 12 000 Guided Bomb Units, rien que du 19 mars au 18 avril. Le second problème a été la coordination des troupes. L'artillerie russe a même frappé ses propres positions à plusieurs reprises. Écoutez donc. Artillerie, les coordonnées. Les coordonnées sont juste ici. Les voilà ici, sur la périphérie sud. Nos gars sont là-bas, disent-ils. Je ne sais pas, ils le disent, mais c'est juste... Donne-leur, qu'ils tirent encore une fois. Tu es certain qu'il n'y a aucun des nôtres là-bas? Personne? Comme vous le voyez, non seulement les correcteurs russes appellent une frappe en se basant sur une carte papier, mais en plus, aucun d'entre eux n'est sûr qu'il y ait des leurs ou non à cet endroit. Bien sûr, la raison d'un tel niveau de coordination est l'absence de drones. Si les Géorgiens utilisaient leur artillerie peu nombreuse de manière assez efficace, la preuve en est justement la frappe sur cette colonne, dont les officiers sont restés longtemps sur la route à décider où frapper, alors que les dieux russes de la guerre ne se fiaient qu'au rapport des éclaireurs. Les forces armées russes utilisaient également des drones obsolètes tels que le Pchela Odin T et le type Shak. Les deux ne pouvaient rester en l'air que 2 heures au maximum, et leurs caméras étaient analogiques, transmettant l'image au sol avec un retard notable. Les ERM, 450 Géorgiens, pouvaient rester dans le ciel pendant 20 heures et étaient équipés de caméras numériques avec un canal thermique. Il est important de noter qu'une autre raison de la désorganisation des troupes russes pendant cette guerre a été l'absence de communications adéquates, notamment dans une région au relief difficile. Les radios analogiques russes, principalement les anciens modèles soviétiques R-163 et R-168 Akveduk, émettaient un signal de très mauvaise qualité. Dans certains documents, il est mentionné que les communications des forces armées russes n'étaient pas stables parce que les Géorgiens disposaient de certains systèmes de guerre électroniques occidentaux qui brouillaient le signal. Cependant, ce n'est pas le cas. Lors de la rééquipement de l'armée géorgienne, les systèmes de guerre électronique ont été négligés. En revanche, la Russie a utilisé avec succès des systèmes tels que le R-330 JTEL. L'armée géorgienne a mis l'accent sur le développement de communications efficaces et sécurisées. Les radios numériques de la gamme Tadiran de la société israélienne Elbit Systems étaient activement livrées aux brigades géorgiennes, ce qui permettait un échange d'informations assez rapide. Les unités de la 58e armée russe ont traversé le tunnel de Rocky et sont entrées sur le territoire géorgien. Cependant, elles ont dû faire face à la résistance de l'armée géorgienne. Une colonne de l'armée a été détruite par l'artillerie géorgienne. Après cela, le premier ministre de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, arrive à Vladikavkaz pour diriger personnellement l'opération.
L'introduction pour cette rétrospective s'est avérée un peu trop longue, mais c'était nécessaire pour démontrer clairement que la guerre russo-géorgienne a révélé de véritables problèmes sérieux dans l'armée russe. Bien sûr, les Géorgiens ont perdu en août 2008. Les facteurs qui ont influencé cela sont nombreux, des erreurs stratégiques et tactiques jusqu'à l'impréparation à entrer en guerre contre un immense État nucléaire. Oui, l'armée géorgienne a atteint dans certains aspects les standards d'une armée du XXIe siècle, mais cela n'a pas suffi. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ce conflit. Comme je l'ai dit précédemment, la guerre en cours sert aussi à se préparer à la guerre future. Et c'est là que ça devient le plus intéressant.